Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Data Grand Est. Ah, ça commence bien, pardon. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler du nouveau portail Data Grand Est. Et en fait, pour pas se concentrer que sur le nouveau portail Data Grand Est, nous avons fait le choix de faire intervenir d'autres acteurs, notamment des acteurs nationaux, pour prendre de la hauteur et montrer finalement comment la démarche Data Grand Est et ce nouveau portail s'intègrent dans une dynamique globale, un écosystème global de la donnée. Donc, je suis Guillaume Reclin, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du partenariat Data Grand Est pour la région. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, 2 mots sur ces webinaires que nous organisons tous les premiers jeudis du mois de 11 h à midi, où nous traitons d'un sujet en lien avec la donnée, avec en général la participation d'acteurs nationaux ou locaux selon les sujets. Et donc, n'hésitez pas, si jamais pour un futur webinaire, vous avez des idées, l'envie de partager votre expérience, d'intervenir, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous le faire savoir. Pour information, le prochain webinaire aura lieu le 5 septembre. Il n'y aura pas de webinaire en août et le sujet sera les données du sol et du sous-sol. Avant de commencer, quelques recommandations. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de connexion, privilégiez le navigateur Chrome. Pendant les interventions, si vous avez des questions ou à l'issue des interventions, si vous avez des questions, utilisez l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Évitez d'utiliser l'onglet « Chat » pour poser les questions, elles risquent de ne pas être prises en compte. Par contre, n'hésitez pas à utiliser l'onglet « Chat » pour discuter entre vous, communiquer, voilà, partager vos idées, etc. Enfin, l'ensemble des présentations et des vidéos seront disponibles à la fois sur le site Data Grand Est. Donc, les vidéos seront consultables sur le site Data Grand Est et également sur la chaîne YouTube de Data Grand Est d'ici quelques jours, début de semaine prochaine normalement. Alors, pour rentrer progressivement dans le sujet, en guise d'introduction, finalement, comme la plupart d'entre vous le savent, Data Grand Est est avant tout un réseau d'acteurs aujourd'hui avec avec 90 adhérents et plus de 500 organismes qui participent à la démarche régionale, à la dynamique sur le Grand Est. Data Grand Est est également une référence nationale en termes de données. Comme on peut le voir sur la carte, il y a un grand nombre de démarches, de plateformes, de dynamiques à différents niveaux. Et Data Grand Est est finalement une des références ou la référence régionale en matière de données sur le Grand Est. Et Data Grand Est s'inclut également finalement dans un écosystème national de la donnée, comme on peut le voir dans ce schéma. Et c'est pour ça que pour ce webinaire, comme je le disais précédemment, nous avons fait le choix également de prendre de la hauteur et de faire intervenir une personne qui va nous présenter data.gouv.fr et la stratégie finalement autour de data.gouv et également une personne qui nous parlera de la géoplateforme nationale, la entre guillemets nouvelle géoplateforme nationale, même si maintenant elle est plus si nouvelle que ça puisque ça fait maintenant quelques mois voire quelques années qu'on en parle. Donc le programme de la matinée va s'articuler en 3 temps. Tout d'abord, une présentation de Geoffrey Aldebert. Geoffrey, je te laisse peut-être te présenter en 2 mots. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là. Geoffrey Aldebert, donc je travaille à la DINUM, qui est la Direction interministérielle du numérique, et je suis responsable du pôle ouverture des données publiques qui concerne en fait l'écosystème des produits autour de la plateforme data.gouv.fr. Merci Geoffrey. Ensuite, nous aurons une présentation de Benoît Morando. Bonjour à tous, donc Benoît Morando, moi je travaille à l'IGN, j'ai travaillé ces dernières années au sein de l'équipe Géoplateforme avec l'ambition d'aller créer des liens entre le programme, ce qu'on faisait en interne à l'IGN et les futurs utilisateurs, partenaires, producteurs de données, on reviendra là-dessus. Et puis je précise que c'est une de mes toutes dernières interventions avec cette casquette-là puisque je change de poste. Enfin, j'ai changé de poste en fait le 1er juillet, mais j'assure la continuité de service aujourd'hui. Merci Benoît. Et donc on terminera là. Je présenterai en fin de matinée le nouveau portail Data Grand Est, ou du moins où on en est sur ce projet.
Et donc, pour ce webinaire, je suis accompagné de Bruno Irace, de la société Realia, qui nous accompagne dans l'organisation voilà, des événements Data Grand Est. Bon, je ne sais pas si Bruno, tu veux dire 2 mots, même si oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de modérer les quelques interventions et prendre en compte les questions. À la fin des présentations, on pourra réserver 5 minutes pour des questions et des réponses. Donc, on essaiera de reformuler effectivement les questions posées dans la rubrique questions en bas à droite. Merci Bruno. Oui, en effet, alors on fait le choix volontairement dans ces webinaires d'avoir des présentations assez courtes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le système de questions de Livestorm ou également de recontacter les intervenants ou nous recontacter au niveau Data Grand Est, voilà, pour aller plus loin, on va dire, dans les sujets abordés. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Geoffrey, le temps juste que je partage sa présentation. Voilà. Je te laisse la main, Geoffrey. Merci Guillaume. Du coup, j'ai quelques minutes là pour vous présenter un petit peu l'écosystème un peu Open Data national et puis des éléments de roadmap qu'on a côté plateforme-data.gouv.fr. Alors, ce qu'on a essayé de faire là, c'est de se rendre sur un exercice difficile, ce qui est de créer un schéma un peu qui rend compte un peu du contexte de l'écosystème national. Alors, c'est toujours un schéma simplifié, donc vous allez voir des flèches, des boîtes qui vont dans des flèches, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu les grands principes et puis les différents acteurs en fait qui gravitent autour de cet écosystème national sur la partie Open Data. Donc pour commencer, en fait, ce schéma-là qu'on va parcourir petit à petit et ce slide va se peupler de plus en plus. En fait, aujourd'hui, il existe un portail européen Open Data qui s'appelle data.europa.eu qui récolte en fait l'ensemble des données Open Data qui sont présentées par les différents acteurs de l'écosystème Open Data partout en France. Et en fait, ce portail Data Europa, il est alimenté avec 2 sources principales. Le géocatalogue qui est géré par le BRGM, qui remonte en fait les données les données Inspire. Donc c'est une liste de jeux de données, environ 200 jeux de données qui sont rapportés pour respecter la directive Inspire au niveau de l'Europe. Et data.gouv.fr qui est la plateforme qui va, elle, remonter l'ensemble du catalogue national à l'Europe. Donc, c'est toutes les données en l'état qui sont moissonnées parmi tous les portails et on verra un peu par la suite comment ça se structure derrière. Et ainsi que le rapportage HVD, donc ça qui est quelque chose qui est nouveau. Depuis le 9 juin dernier, la Commission européenne a fait exécuter un règlement qui a rapport au High Value Dataset, donc données de forte valeur. Donc, c'est en fait 66 ensemble de données qui doivent remonter au niveau de l'Europe et qui est une obligation pour tous les pays membres. Et donc, ce rapportage HVD, c'est l'ADINUM et donc l'équipe DataGouv qui s'en charge et qui récupère les données des différents producteurs sources. Alors, ces producteurs sources, en fait, ils peuvent être de différents niveaux. Classiquement, ce qu'on peut avoir sur data.gouv.fr, c'est soit directement, et c'est les petits bonhommes sur la droite, en bas à droite, qui vont directement publier des données sur data.gouv. Data.gouv, c'est une plateforme où vous pouvez créer un compte, vous pouvez créer une organisation et vous pouvez publier des données directement. Donc, on a notamment des administrations centrales qui font ça, par exemple le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Écologie, qui font directement des publications sur data.gouv.fr directement. Après, on a également des plateformes Open Data qui existent. Donc, c'est des portails Open Data, par exemple, de collectivités territoriales. Par exemple, la ville de Lyon, la métropole de Lyon a un portail, la ville de Paris, des collectivités territoriales, des départements, etc., qui ont des portails Open Data et qui vont référencer sur leur portail des données que nous allons récupérer. Donc, on ne va pas récupérer les données en tant que telles, on va récupérer les métadonnées de ces jeux de données pour pouvoir les référencer sur le point d'entrée national DataGouv et, in fine, le point d'entrée européen Data Europa. Donc ça, c'est un chemin un petit peu classique qu'on retrouve. Et après, derrière, il y a tout un pan au niveau notamment des données géographiques, pas que les données géographiques, mais notamment sur les données géographiques,
où en fait, jusqu'à présent, on avait il y a eu différentes expérimentations. On avait historiquement une plateforme qui s'appelait GeoDataGouv côté d'Inum qui a été éteinte il y a 2 ans et sur lequel en fait on essayait de tendre vers une solution commune entre le ministère de la Transition écologique, entre l'IGN, entre justement le BRGM avec le géocatalogue et puis la DINUM pour avoir une solution qui convienne à tout le monde. Et donc là, je vous présente un petit peu ce qui se dessine aujourd'hui. Dans un premier temps, en fait, on a la géoplateforme, donc je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails parce que Benoît vous présentera un petit peu par la suite cette plateforme et puis son positionnement également. Mais du coup, la géoplateforme produite par l'IGN qui produit un certain nombre de services que plein d'utilisateurs vont pouvoir utiliser et donc référencer des données, mais l'IGN elle-même produit des données et les référencera aussi sur la géoplateforme. Une partie de ces données concerne le périmètre Inspire et donc doivent remonter au géocatalogue. Et l'autre partie, tout le catalogue, doit remonter à la plateforme data.gouv.fr. Donc ça, c'est pour la géoplateforme, mais en fait, c'est également le cas pour tout un tas d'acteurs, notamment des organismes nationaux. Donc là, j'ai cité par exemple l'IFREMER, mais donc il y en a tout un tas d'organismes qui vont avoir aussi les mêmes problématiques, remonter une partie des données sur le périmètre Inspire, et puis le reste sur data.gouv.fr. Des plateformes thématiques de données, par exemple GeoRisque, que vous connaissez probablement, qui va aussi de la même façon remonter des données Inspire et puis l'ensemble du catalogue autour de data.gouv.fr. Des plateformes régionales, donc par exemple Data Grand Est est une plateforme régionale qui va récupérer des données de différents acteurs, donc par exemple des DDT, des SIG de collectivités territoriales, etc. Et in fine, Data Grand Est va publier des données sur data.gouv.fr. Et GeoIDE, qui est donc porté côté ministère de la Transition écologique et qui également récupère un certain nombre de données issues des DDT, des DREAL, et qui vont être également poussées sur data.gouv.fr. Donc là, en fait, vous voyez à peu près l'écosystème des différents acteurs et un peu le fonctionnement qu'on imagine. Donc aujourd'hui, c'est le fonctionnement qui est déjà en place pour un certain nombre d'acteurs, mais qui n'est pas en place pour tout le monde. Et donc c'est un fonctionnement sur lequel on tend à vouloir aller. L'ensemble des acteurs qui doivent publier des données Inspire, les publier au niveau du géocatalogue et puis au niveau de data.gouv pour le reste de leur catalogue. Comment ça se fait? Ça se fait la plupart du temps avec le montage de points de ce qu'on appelle moissonnage. Donc le moissonnage de données, c'est qu'on va récupérer de manière régulière les métadonnées des fiches de jeux de données qui sont référencées sur les différentes plateformes pour qu'elles soient in fine référencées sur data.gouv, et Data Europa fait la même chose avec nous également. Voilà un petit peu pour l'écosystème des données. Un dernier point que je voulais expliciter aussi, parce que ça rentre aussi dans nos travaux qu'on a à la DINUM autour de data.gouv.fr, on a un certain nombre de ce qu'on appelle des verticales thématiques nationales qu'on produit. Par exemple, des données concernant les données liées au transport et à la mobilité, avec une plateforme qui s'appelle transport.data.gouv.fr. En fait, les données sont soit directement produites sur DataGouv, soit issues de plateformes Open Data ou des différents organismes que vous voyez sur la gauche. IRIG data.gouv, donc le catalogue national, et Transport DataGouv va être une vue thématique, donc une vue sur les données de transport et de la mobilité, sur une sous-partie du catalogue national. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc d'autres initiatives sont en cours d'émergence au niveau des verticales thématiques. Donc on a en fin d'année dernière travaillé avec Météo France pour créer une plateforme qui s'appelle météo.data.gouv.fr, qui également est une sous-exposition du catalogue national DataGouv sur les données de la météo. Donc aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement des données de Météo France, mais ça a vocation à pouvoir irriguer d'autres types de données d'autres producteurs sur cette plateforme. Une plateforme également qui est portée par le MTE, qui s'appelle écologie.data.gouv.fr, qui est aujourd'hui en bêta, mais qui a vocation aussi à référencer des bouquets de données autour de la transition écologique et donc se base sur des sous-parties du catalogue de data.gouv.fr également. Et donc cette idée de verticale thématique, j'y reviens un petit peu après, c'est quelque chose qu'on veut encourager à l'avenir parce qu'on pense que des utilisateurs de données ne vont pas forcément vouloir aller directement sur un producteur en tant que tel de données, mais va avoir une
idée du catalogue sur une thématique particulière. Donc, je suis intéressé par les données de la météo. Je vais aller sur une plateforme qui est dédiée. Donc ça, cette idée de verticale thématique, en fait, comme je les ai mentionnés, Météo Datagouv, Écologie Datagouv, et puis d'autres plateformes en .data.gouv.fr, on commence à regarder une plateforme sur les données de la logistique, donc du fret, du fret ferroviaire, du fret routier, sur une nouvelle plateforme de ce type, donc logisticdata.gouv.fr. On a fait un développement côté d'Inum qui est open source, réutilisable et que chacun peut réutiliser, qui permet rapidement de mettre en place une plateforme au design system de l'État en l'occurrence, mais qui peut également s'adapter en termes d'interface, basée sur des fichiers de configuration. Donc un seul fichier de configuration nous permet de se passer d'un site à l'autre. Donc le développement, il est fait une fois pour toutes pour l'ensemble de ces plateformes, et après derrière, il y a juste à reproduire en fonction des données qu'on veut voir affichées, des thématiques qu'on veut mettre en avant, etc., etc. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir le code source sur github.com, où vous pouvez regarder là-dessus. Ce n'est qu'une vue front-end, donc ce n'est pas un back-end, donc il n'y a pas de... Le back-end, en fait, c'est la plateforme data.gouv.fr, mais c'est une visualisation, une exposition particulière des données du catalogue national. Et donc, tout contributeur est bienvenu, et si vous voulez travailler avec nous sur ces sujets, c'est aussi intéressant, et on est preneur d'avancer ensemble sur ces sujets. Et enfin, pour terminer, je voulais juste faire 2 slides un petit peu sur la roadmap data.gouv.fr, parce qu'on est en train également donc de changer un petit peu le positionnement de data.gouv.fr, le positionnement historique, où en fait on se rend compte en fait que les utilisateurs qui cherchent de la donnée, donc que ce soit un usager ou un agent public, qui cherche une donnée publique, elles souhaitent savoir plusieurs choses. Déjà, elles souhaitent savoir si elle existe. Et donc, ça implique derrière la notion de catalogage des données, donc même pas forcément mise à disposition de la donnée, mais de savoir si une donnée existe dans un système d'information d'une administration, d'une collectivité territoriale, etc., etc. Savoir si elle est ouverte ou non, donc si elle est open data ou si elle n'est pas open data, et si elle est fermée, de savoir si elle peut s'obtenir sous certaines conditions. Donc après, derrière, qui ramène aussi des notions d'accès sous habilitation aux données. Et le formalisme des données, si je peux la consommer directement en téléchargeant un fichier directement que je peux exploiter par ailleurs, ou alors si je peux brancher une machine sur la donnée, donc par exemple avec une API, et donc c'est plutôt une notion de modalité d'accès. Et là où en fait côté data.gouv.fr, jusqu'à présent, on était vraiment autour de l'item si elle est ouverte, donc plutôt le référencement des données uniquement open data, on a vraiment pour ambition au niveau de la plateforme nationale, pour répondre aux attentes des usagers et des agents publics, de devenir le principal lieu d'information sur les données publiques, d'avoir l'accès à l'ensemble du catalogue, mais pas forcément que le catalogue open data, le catalogue de l'ensemble des données cataloguées, donc savoir si une donnée existe, de savoir également si une donnée elle est sous accès restreint, comment est-ce que je peux faire, et donc de rerouter l'utilisateur vers les bons outils d'habilitation qui sont portés par les producteurs de données en eux-mêmes, et d'avoir connaissance des différentes modalités d'accès. Et donc, on est en train de, je ne sais pas si vous avez entendu parler du portail api.gouv.fr, qui est un portail qui référence également des API, donc plutôt des API fermées, de référencer des API directement sur data.gouv. Et donc, on va faire, d'ici la fin de l'année, une migration de cette plateforme au sein de data.gouv pour que data.gouv devienne un petit peu le point central de l'ensemble des données du catalogue national. Voilà, c'était à peu près tout pour mes slides parce que j'avais assez peu de temps et je serais ravi de répondre à des questions par la suite si vous en avez. Je vous laisse en dernier slide des contacts. Mon contact sur la stratégie et l'organisation côté data.gouv, sur la plateforme en elle-même, sur les besoins d'évolution, donc c'est plutôt côté Antonin Garonne qui est notre responsable produit, et puis l'accompagnement à l'ouverture des données, et notamment les données de forte valeur, c'est une personne qui s'appelle Clarisse Albertini qui est également dans mes équipes. Merci beaucoup. Merci Geoffrey. Alors, étonnamment, je n'ai pas de questions pour l'instant. Enfin, il n'y a pas de questions qui a été posée. Donc, je vous propose de poursuivre avec Benoît. Très bien. Je vais partager la présentation de Benoît. Si parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont des questions après coup, n'hésitez pas à les poser. Hein. Voilà, on pourra refaire intervenir Geoffrey pour répondre à certaines questions ou il pourra les répondre directement en ligne selon la nature des questions. Donc, n'hésitez surtout pas
à poser vos questions. Donc, on laisse la parole à Benoît. Merci. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une infrastructure et d'un portail que vous avez vu sur le schéma de Geoffrey. Donc, je vais vous parler de GeoPlatform et de carte.gouv. Et pourquoi est-ce que je vous parle de deux items, là où Guillaume en a vendu qu'un. GeoPlatform et carte.gouv, en fait, sont deux termes, deux facettes d'un même projet, mais on ne va pas mettre exactement la même chose derrière, et c'est important de le comprendre pour la suite de la présentation. Derrière le terme de GeoPlatform, on va plutôt désigner une infrastructure au sens SI du terme, avec des serveurs, du stockage, des capacités réseau, des services. Et cette infrastructure, elle est construite, enfin elle a été construite, elle est maintenant disponible, pour proposer un service extrêmement puissant en termes de capacité de stockage, de capacité de traitement et de bande passante pour répondre à des enjeux forts. Elle est construite de façon ouverte et elle a vocation à proposer quelque chose, enfin un investissement mutualisé pour répondre essentiellement aux besoins d'acteurs des politiques publiques, mais quand je dis ça, je le prends de façon extrêmement large. Ça inclut évidemment l'État, les collectivités, mais ça peut tout à fait inclure des entreprises privées qui répondent à des missions de service public. Et on élargit également cette idée-là à une notion de commun numérique, c'est-à-dire finalement des regroupements d'acteurs, parfois citoyens, qui vont participer à la compréhension qu'on a du territoire et à la constitution de bases de données de référence. Et ce site-là, il est construit de façon à proposer un socle accessible par des modalités standardisées, donc des services OGC, des API REST, ce genre de choses. Et ce socle, il va pouvoir être consommé par des acteurs qui vont derrière construire des interfaces, un site web par exemple, une application mobile, qui vont pouvoir proposer des services à valeur ajoutée. Et le premier exemple de ça, c'est l'interface que nous construisons, nous, qui va être le site, qui est le site carte.gouv.fr, qui a vocation à ouvrir un accès aux fonctionnalités de la GeoPlatform, à la doc, un portail cartographique, etc. On va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, vous voyez la dimension GeoPlatform, carte.gouv, des fois, la frontière entre les deux est évidemment un petit peu pas évidente à placer. Alors, ça y est. Bon, concrètement, quelques petites idées pour illustrer ce qu'on cherche à faire. Donc, vous êtes une collectivité territoriale, par exemple, et puis vous avez des données que vous souhaitez publier pour développer l'apiculture sur votre territoire. Et donc, vous avez des données sur des zones qui abritent des ruches ou qui pourraient en accueillir. La proposition de la GeoPlatform ici, c'est que vous puissiez déposer votre jeu de données de façon très simple, cartographier, mettre en valeur ce jeu de données plutôt sur carte.gouv ici au moyen d'un outil facile à prendre en main. Et donc vous allez cartographier ces données, produire une carte, et cette carte, vous allez pouvoir la publier soit directement sur carte.gouv.fr, mais également y donner l'accès très facilement en l'intégrant au portail de votre collectivité. Je le disais, on a une infrastructure qui est capable d'accueillir des gros volumes de données, de servir des gros volumes de données. On a travaillé depuis un peu plus d'un an, même un an et demi, avec la métropole de Nantes, qui a réalisé une orthophotographie haute résolution et qui n'avait pas une infrastructure capable d'accueillir et de servir les données de cette orthophoto. Donc la métropole de Nantes a déposé ces données sur la GeoPlatform et à utiliser les services OGC produits à partir de ces données pour alimenter son propre portail, dont il y a une capture d'écran ici, data.nantesmetropole.fr. Et puis, on utilise également, nous, des données de la GeoPlatform et des fonctions avancées, des services à valeur ajoutée tels que le géocodage, le calcul d'itinéraire. On utilise tout ça dans notre propre application mobile, carte.ign, carte IGN, disponible sur les stores
selon votre téléphone. Donc, si vous ne connaissez pas cette nouvelle application carte IGN, je vous invite à aller la découvrir, hein, mais je ne vais pas rentrer, moi, plus dans le détail aujourd'hui. Une dimension importante dans ce qu'on a cherché à faire, hein, c'est de ne pas se positionner comme l'IGN, on sait ce qu'on veut faire, on va le faire et on va le faire tout seul dans notre coin. Et donc, hein, dès le début du projet, concrètement, on parle de 2019 ici, de chercher à construire une communauté d'acteurs portant des cas d'usage, portant des besoins, et d'associer cette communauté à la construction de la géoplateforme. Donc ça nous a amené à communiquer assez largement sur la géoplateforme en mode communication de chantier pour dire où on en était, ce qu'on cherchait à faire, comment ça avançait. On a proposé des temps d'information sous la forme de webinaires qui sont encore accessibles si vous voulez réécouter d'anciens webinaires. On a réalisé un certain nombre d'expérimentations portant sur des cas d'usage concrets qui ont permis d'éclaircir certains sujets techniques, par exemple. On a cherché à pas mal travailler avec les infrastructures de données géographiques régionales et je crois que ma présence ici aujourd'hui en témoigne et merci Guillaume pour ça. Et puis on a proposé un espace collaboratif Osmose, donc Osmose, l'outil collaboratif proposé par la DINUM, espace qui propose des outils de suivi de l'actualité, potentiellement de contribuer à des groupes de travail et de renforcer les échanges autour des personnes concernées. Faut que j'appuie là. Dans la série communauté, c'est important aussi de dire qu'on a appuyé la plus grande partie de la géoplateforme sur des solutions open source. Geoffrey citait l'intérêt pour l'open source, on partage tout à fait cette orientation-là. Donc on s'appuie sur des solutions assez classiques, notamment GeoNetwork, GeoServer, hein. On a contribué à certains services, hein, notamment on a repris un composant DataHub de la communauté GeoOrchestra qui permet de proposer une interface d'accès au catalogue de services. On a commencé à travailler sur l'implémentation du standard OGC API Feature. On utilise le moteur de géocodage ad hoc et on propose notre propre moteur de serveur d'image, mais qui est également en open source, et qui s'appelle Roquefort. Oui, parce que des fois, on a des petites idées de choix de nom d'outils à l'IGN, un peu original. Je continue. Alors, j'ai évoqué carte.gouv, on va rentrer un tout petit peu dans le détail de cet outil carte.gouv. Donc, carte.gouv.fr, on l'a ouvert avec une page absolument minimale il y a déjà quelques mois, une page qui était vraiment une page d'attente pour éviter l'erreur 404. On a ouvert des premières fonctionnalités plus ambitieuses. Ce n'est pas le 27 juin finalement, c'était le 28, mais c'est maintenant disponible. Donc on propose des actualités, ça depuis le début. Ce qu'on a ouvert, ce sont les deux colonnes suivantes. C'est une fonction, un composant qui permet de découvrir le catalogue de la géoplateforme, un composant donc basé sur DataHub, et qui donne accès à l'ensemble des données et services référencés sur la géoplateforme, à condition que les métadonnées étaient bien saisies et que le lien ait bien été fait. Cette condition, elle explique qu'aujourd'hui, le catalogue de la géoplateforme, il soit encore assez peu satisfaisant. Maintenant que le composant est disponible, il va falloir améliorer, notamment pour mes propres collègues, il va falloir améliorer le référencement et compléter les infos qu'on donne sur les différents produits. On a également ouvert une fonctionnalité d'alimentation et de diffusion. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté de la géoplateforme, c'est la capacité pour vous à déposer de façon autonome un jeu de données et à le publier sous la forme d'un service qui permet d'alimenter ensuite des applications, des sites web. Cette fonction, elle est accessible depuis quelques mois en utilisant une API dont l'usage demande tout de même un petit peu de compétences de développeur et un petit peu faut prendre le temps de se mettre dedans. La nouveauté ici, c'est une interface beaucoup plus presse-bouton sur carte.gouv qui permet de téléverser un jeu de données, d'en décliner un service et de publier ce service au sens OGC. Alors cette interface, elle est encore très partielle. On est
démarche d'amélioration successive des fonctionnalités qu'on propose. Donc, si je ne dis pas d'ânerie, vous pouvez aujourd'hui déposer un jeu de données GeoPackage et proposer un service WMTS. C'est quelque chose qui répond déjà à l'ensemble des cas de figure. J'ai un jeu de données vecteur et je voudrais le mettre à disposition sous la forme d'un service pour qu'il soit consommé dans un site web. Au-delà de ces fonctions-là, on a des travaux en cours qui vont sortir d'ici la fin de l'année, en principe, pour proposer sur carte.gouv un portail cartographique. Alors, ce portail cartographique, il va prendre à terme la suite de ce que vous connaissez aujourd'hui sur le géoportail.gouv.fr, mais permettra de visualiser l'ensemble des données qui seront proposées sur la géoplateforme. On va intégrer à carte.gouv les outils collaboratifs qui aujourd'hui sont sur l'espace collaboratif de l'IGN. Donc il s'agit d'associer et de mieux articuler deux outils qui aujourd'hui ont une vie un petit peu indépendante dans l'offre IGN. Et on a des travaux en cours pour construire un outil de création de cartes et publication de data visualisation. Voilà, donc en résumé, une offre qui va permettre de consulter et d'utiliser des géodonnées au moyen des données de l'IGN, mais aussi de toutes les données qui seront publiées par la communauté. Une offre qui va permettre de créer des cartes, qui va vous permettre de partager vos données. Un complément qui est plus orienté sur la dimension communautaire et l'animation de communauté, ça c'est encore devant nous. Et puis, je vous ai dit que la géoplateforme permettrait d'ajouter de nouvelles données. L'étage suivant de la fusée, c'est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous avez développé un moteur de calcul qui permet de traiter une donnée pour obtenir un résultat, quel que soit ce résultat. L'idée est que ce service puisse être intégré à la géoplateforme, opéré par l'infrastructure géoplateforme pour être mis à disposition de tous. Un petit mot de l'offre. Alors le tableau est complet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en aurait pas le temps. C'est important de se focaliser sur la colonne du milieu, sans doute. On a une offre qu'on a qualifiée d'essentielle sur la géoplateforme, qui a la caractéristique d'être gratuite et qui vise à répondre à une grande majorité des cas d'usage qu'on peut imaginer de la géoplateforme. Donc, c'est une offre qui vous donne accès à un espace de stockage sur la géoplateforme, sur lequel vous pouvez mettre jusqu'à 500 gigaoctets de données dans la base, dans laquelle vous pouvez ranger jusqu'à 50 couches, et pour laquelle vous avez une limite de consommation des données servies qui s'élève à 1 teraoctet. Globalement, c'est beaucoup. Ça va couvrir beaucoup d'usages. Pour les usages qui dépassent cette partie-là, on va chercher une contribution des organismes parce que au-delà de ces volumes de stockage, au-delà des volumes de traitement, on estime qu'on est dans des cas qui de toute façon génèrent des coûts et pour lesquels on a besoin aussi d'assurer un équilibre économique de la géoplateforme. Et enfin, je reviens plus à gauche du tableau, on va proposer une fonctionnalité découverte qui devrait donner accès de façon plus simple à des outils de bac à sable, notamment pour tester des choses sans que vos tests viennent directement s'inscrire dans le catalogue de la géoplateforme. Voilà, je ne détaille pas énormément ça, on pourra reposer des questions si vous le souhaitez plus tard. Et j'ai une diapo sur la roadmap 2024 sur la géoplateforme. Donc, on va intégrer de nouveaux services, notamment relatifs au programme LIDAR HD pour déposer des données LIDAR HD et les diffuser à partir de la géoplateforme. On va proposer un service d'extraction de données qui vous permettra de définir la zone sur laquelle vous voulez extraire vos données. On va travailler sur la nouvelle génération d'API OGC en lien avec les plateformes Prodigy, GeoOrchestra, OneGeo. On a un sujet sur le géocodage de masse dont l'objectif est d'accueillir
l'API adresse de la DINUM qui va arriver sur la géoplateforme. Donc l'idée est de fusionner les deux API adresses existantes aujourd'hui, l'une sur les serveurs de la DINUM et l'autre côté géoplateforme. On a une API validation en route, une API de croisement de données. Sur carte.gouv.fr, j'ai commenté cette colonne tout à l'heure, j'y reviens pas. Et en 2025, on a des idées assez larges d'ouverture de ce qu'on veut faire sur la cartographie, la data vis dans carte.gouv, sur l'intégration du collaboratif et sur l'ouverture concrète de la capacité à déposer un nouveau service, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de nouveaux modules de traitement. Et puis, je vais conclure, la diapo n'est pas très belle, j'en suis désolé, mais je vais conclure peut-être pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, qui est finalement nos relations avec les IDG territoriales et avec data.gouv, pour redire qu'on a cherché, depuis le début du programme, à mettre en place des relations avec cet écosystème de la donnée numérique géographique, des bonnes relations, à définir une articulation intelligente entre ces différents composants qui sont aujourd'hui en place, et c'est bien le sujet du jour. Une bonne partie de la réponse, ça passe par la mise en place d'une interopérabilité, donc par l'utilisation de standards qui vont permettre de travailler sur différentes plateformes de façon la plus fluide possible. Et puis moi, je voudrais mettre un petit peu l'accent sur ce qu'on va proposer finalement avec la géoplateforme dans cet écosystème. Donc je l'ai dit, une infrastructure performante. Cette infrastructure, dès aujourd'hui, elle alimente le site Géoportail, elle alimente le site Géoportail de l'urbanisme, elle alimente des gros consommateurs privés de données sur des applications mobiles de randonnée. Donc, on est en fin de rodage, on va dire, mais néanmoins, on a une capacité à répondre à une forte demande qui est réelle. Ce qu'on propose, c'est aussi l'articulation entre l'infrastructure et la dimension card.gouv.fr dans ses différentes fonctionnalités, que ce soit la partie catalogue, la partie portail cartographique ou la capacité à servir les données par des API. On propose aussi ce sur quoi on travaille aujourd'hui, sur l'articulation avec data.gouv et le géocatalogue. On a notamment travaillé avec Geoffrey et Estelle à l'Indinum pour réfléchir à la façon dont on pourrait déposer une donnée sur la géoplateforme et définir sur la géoplateforme un point de moissonnage qui permettra que data.gouv moissonne directement les métadonnées de cette donnée. Et puis ce qu'on propose, enfin, et je pense qu'on ira plus loin au-delà de ce qu'on a pu déjà faire, c'est sans doute des choses autour de l'animation de communauté et notamment du complément de ce qui peut être fait à beaucoup d'endroits au niveau territorial, qu'on ne vise pas du tout de remplacer. En revanche, il y a des sujets d'articulation entre le niveau territorial, le niveau national, de consolidation de données, d'alimentation d'outils nationaux. Donc voilà ce que je voulais dire. N'hésitez pas à aller retrouver, découvrir ce qu'on propose sur carte.gouv.fr. Vous y trouverez une page de contact, notamment. Et puis, je vous propose de m'arrêter là. Très bien, merci Benoît. Il y a eu 2 questions posées. Alors je commence par la dernière. Bonjour, quid du géoportail? Donc là, je pense que la question, c'est effectivement, est-ce qu'on parle encore du géoportail et si oui, dans quel contexte? Alors, le géoportail, le géoportail, il continue à exister au moins jusqu'à la fin de l'année 2024, probablement. Ça ne se voit pas pour l'utilisateur, mais il y a une évolution importante du géoportail puisque le géoportail est maintenant branché sur l'infrastructure géoplateforme. Donc globalement, tous les appels de service ont été modifiés pour s'appuyer sur la géoplateforme. Le géoportail disparaîtra à terme une fois que le portail cartographique de carte.gouv assurera l'ensemble, enfin la continuité de service de ce qu'on peut trouver aussi aujourd'hui sur le géoportail. Donc c'est une évolution sur carte.gouv qui permet de réintégrer des outils que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser.
mais qui va se présenter autrement parce qu'on respecte le design système de l'État, etc. Donc un jour ou l'autre, le géoportail disparaîtra, sera remplacé par carte.gouv. On s'efforcera probablement de ne pas perdre nos utilisateurs au passage. Merci. Et l'autre question, c'est Benjamin Cassangre. Depuis le passage de géoportail à la géoplateforme, nous n'arrivons plus à faire fonctionner les WMS liés aux photos aériennes dans Arcopole Cadastre. Alors, je ne vais pas me lancer dans une tentative de faire des hypothèses en direct. Typiquement, ce genre de question, vous pouvez la poser en utilisant deux points d'entrée, soit l'espace Osmose. Donc, je ne sais plus, c'est osmose.numérique.gouv.fr, il me semble. J'en profite pour dire un point important. Il y a donc une communauté géoplateforme sur l'espace Osmose, mais cette communauté géoplateforme, vous devez demander à en faire partie, même si vous avez déjà un compte Osmose. Donc, il faut faire cette demande. Et l'autre porte d'entrée, c'est carte.gouv.fr sur laquelle vous avez un formulaire de contact. Et si tout ça c'est compliqué, parce que moi finalement je trouve que c'est plus simple comme ça, vous écrivez directement à géoplateforme@ign.fr. Vous tomberez sur mes chers collègues Karim, Cécile, Olivia, qui prendront en charge votre question. Très bien. Et j'en profite peut-être. Ouais, merci Benoît. J'en profite aussi pour dire que peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a qui utilisent les flux WMS et qui réussissent à le faire fonctionner sous Arcopole Cadastre. Donc, n'hésitez pas dans le chat à lever la main si jamais vous pouvez venir en appui à Benjamin sur la question. Ça peut être aussi une idée. Ou si d'autres ont le même problème, peuvent aussi témoigner du même problème. Parce que je pense que si on résout le problème une fois, ça sera toujours du temps gagné pour tout le monde. Moi, je connais d'autres problèmes. Hein. Sur les flux. Bon, on en rediscutera alors ultérieurement. Mais c'est effectivement des questions entre certaines solutions et certaines versions de solutions chez Esri et l'implémentation des standards OGC côté géoplateforme. C'est un peu trop technique pour ce webinaire ce matin. Merci en tous les cas. Je te laisse la parole, Guillaume. Très bien. Je vais prendre le relais pour vous présenter où on en est concernant le nouveau portail Data Grand Est. Alors, je mets en place la présentation. Donc voilà, je vais vous parler du nouveau portail Data Grand Est et vous indiquer plus particulièrement où on en est dans le projet, puisque c'est un projet, comme nous allons le voir, qui est en cours. Alors, en guise d'introduction, peut-être un petit rappel, toujours notamment pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne connaissent pas trop Data Grand Est. Donc, Data Grand Est, c'est le service public régional de la donnée. Donc, en fait, c'est la référence régionale du Grand Est en matière de data. En tout cas, le réseau a cette vocation, cet objectif. Et donc, pour cela, on s'appuie sur une démarche collaborative, notamment pour encourager l'ouverture et le partage des données, qu'elles soient géographiques ou non et qu'elles soient ouvertes ou non. Aujourd'hui, on a de plus en plus de questions et de sujets autour des données justement qui font partie du closed data, avec l'idée aussi de faciliter le partage des données, notamment inter-administration. Ensuite, Data Grand Est a aussi vocation à faciliter l'accès à la réutilisation des données d'intérêt local et régional. Donc, cela va dans les deux sens, c'est-à-dire promouvoir les données produites au niveau local et qui ont un vrai enjeu. Tout à l'heure, Geoffrey parlait justement des données à forte valeur ajoutée au niveau européen et il y a un vrai enjeu autour de ces données. Mais il y a également toutes les données qui sont capitalisées au niveau national et qui ont un intérêt local et qui sont parfois difficiles d'accès. Parce que des API complexes, parce que on ne sait pas où les trouver, parce qu'il y a beaucoup de données et finalement on n'a besoin que des données sur une commune ou sur un petit territoire. Donc voilà, il y a tout des enjeux autour de ces données d'intérêt local. Et enfin, finalement, Data Grand Est, de façon globale, a pour objectif de développer l'interopérabilité, alors à la fois technique, Benoît en a parlé, la nécessité d'avoir des outils qui communiquent bien ensemble, d'avoir des données qui soient
harmoniser, de répondre à des standards, d'utiliser des API, mais également d'avoir une interopérabilité que je qualifierais d'organisationnelle. Ça veut dire d'amener aussi les acteurs du territoire à communiquer ensemble pour éviter justement que chacun fasse les choses dans son coin, que la donnée soit produite plusieurs fois ou voilà, qu'on ait finalement une forme de concurrence qui s'installe. L'idée étant d'être plutôt dans la complémentarité et dans la synergie. Alors, j'ai déjà présenté ce schéma tout à l'heure, donc là il apparaît en plus petit, sachant que l'idée c'est plutôt finalement d'indiquer que l'objectif de Data Grand Est, c'est notamment d'accompagner les acteurs qui le souhaitent sur la base de solutions mutualisées au niveau régional, de faciliter le moissonnage et l'interopérabilité. L'idée, comme l'indiquait aussi précédemment Benoît, c'est ou Geoffrey, c'est finalement de fluidifier la circulation de l'information et surtout pour nous que l'information soit saisie qu'une seule fois, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais en tout cas qu'on ait une saisie et qu'ensuite on puisse diffuser l'information et la donner dans le système pour qu'elle soit accessible de n'importe où, par n'importe qui, ou qu'elle soit produite ou stockée. Et bien sûr, un élément qui me semble important aussi, c'est la notion de subsidiarité, puisque voilà, c'est quand même un élément clé au niveau notamment des collectivités de pouvoir assumer leurs compétences en pleine autonomie. Alors, quelques éléments de rappel concernant la plateforme actuelle, quelques chiffres. Donc aujourd'hui, sur la plateforme Data Grand Est, on a 30 téraoctets de données qui sont stockées et diffusées, plus de 70 contributeurs, plus de 10 millions de requêtes par mois, notamment via des flux. Tout à l'heure, Benjamin parlait de WMS. Ben voilà, c'est ce type de flux en fait qu'on génère, notamment. Plus de 8000 cartes et données qui sont référencées. Ça ne veut pas dire que elles sont stockées sur la plateforme, mais en tout cas référencées sur Data Grand Est. Et aujourd'hui, Data Grand Est, c'est environ 55 gigaoctets de données consommées tous les jours via les flux. Donc, c'est quelque part l'équivalent de 55 gigaoctets de données téléchargées via la plateforme pour des usages dans les outils cartographiques. Alors, pourquoi un nouveau portail Data Grand Est? Alors, il y a plein de raisons, quelques raisons clés. Tout d'abord, c'est poursuivre la mutation de Géo Grand Est vers Data Grand Est. En 2020-2021, on a fait le choix finalement de compléter l'infrastructure existante par des modules pour aller plus vers la data, l'open data et répondre à ses besoins. Cependant, aujourd'hui, on arrive à une limite dans cet exercice et donc, il nous a semblé intéressant finalement de re-questionner l'ensemble de la plateforme et de son fonctionnement. Et notamment, re-questionner la plateforme, c'est aussi se donner les moyens de mieux répondre aux besoins des acteurs locaux et d'améliorer le parcours utilisateur, puisqu'on sait qu'il y a des limites dans le parcours utilisateur proposé actuellement, notamment en termes d'autonomie de l'utilisateur pour publier des données. Mais re-questionner le besoin, c'est également la possibilité d'intégrer dans la plateforme des réponses en lien avec les nouvelles technologies, les nouveaux sujets à l'ordre du jour, l'IA, la 3D, le temps réel. Autant aujourd'hui sur la plateforme actuelle, la 3D, on peut en faire, autant par le temps réel, on se rend compte que voilà, on a des problèmes pour récupérer de la donnée de temps réel et de la promouvoir pleinement. Et enfin, le nouveau portail a aussi vocation à optimiser finalement l'infrastructure de stockage et son administration. Et un point important pour le comité de pilotage Data Grand Est, c'est le numérique responsable d'être plus vertueux finalement dans notre façon de stocker et d'utiliser la donnée, avec aussi derrière ça la volonté d'être sur une approche plus souveraine, on va dire, de nos infrastructures. Donc pour mettre en place ce nouveau projet, on s'appuie sur une AMO qui a été attribuée à Metapolis et Auslandia mi-2023, avec une prestation en 4 étapes. Une première étape qui correspondait au recueil et à l'analyse des besoins. Ensuite, la rédaction du dossier de consultation des entreprises. Le suivi de l'appel d'offres. Et enfin, l'AMO aura pour rôle de nous accompagner dans la mise en œuvre effective du portail. Donc, planning et état d'avancement, où on en est. Donc, fin 2023, l'état des lieux a été réalisé à travers des entretiens, des ateliers, un parangonnage. Donc, certains acteurs
certains d'entre vous ont peut-être été associés à ce travail-là. En avril, on a publié un marché qui est donc du coup en cours d'appel d'offres. Actuellement, on est sur la phase d'analyse des candidatures et de préparation d'un dossier de consultation des entreprises pour la phase offre. Et on prévoit une attribution avant la fin de l'année 2024 pour une mise en œuvre de la plateforme courante 2025. Les grandes orientations par rapport aux choix qu'on a fait par rapport à cette plateforme, c'est tout d'abord d'avoir un portail qui s'intègre dans l'écosystème des plateformes existantes, que ce soit au niveau local et national. L'objectif n'étant pas de remplacer des plateformes, mais bien de compléter finalement l'offre de services et de créer une synergie avec ces plateformes-là pour améliorer finalement le partage, la réutilisation des données, leur valorisation. Il y a aussi dans les orientations la volonté de renforcer les outils d'animation de la communauté data en Grand Est. Ça, c'est un fort besoin, une forte attente qui a été formulée lors de l'état des lieux en 2023. Il y a aussi la volonté d'avoir des interfaces, comme je disais, plus centrées sur le parcours utilisateur avec un fonctionnement qui s'adapte mieux au profil de l'utilisateur et qui lui donne plus d'autonomie. Pour cela, notamment, on a la volonté d'ajouter un chatbot et des outils fonctionnant autour de l'IA pour guider et accompagner l'utilisateur sur la partie contenu, mais aussi sur la partie data. Il y a, je le disais précédemment, des enjeux autour des nouvelles techniques et technologies. Voilà, donc et le numérique responsable qui est aussi une orientation forte, comme je le disais précédemment, avec, voilà, pour faire écho à ce que disaient Benoît et Geoffrey, une volonté de privilégier des solutions open source, notamment dans une logique de stratégie nationale et d'enjeux de mutualisation, que ce soit, quel que soit le niveau finalement, local, régional ou national. Les composants du portail tels qu'on l'imagine aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'assez d'assez global à ce stade. Donc un site éditorial qui sera réalisé sous WordPress, une plateforme de données spécifique à la donnée, finalement une composante forte sur la donnée, un espace collaboratif et communautaire, puisque c'est un enjeu fort aussi d'avoir cette approche un peu réseau social d'entreprise autour de la data à l'échelle du Grand Est, un chatbot qui s'appuie sur de l'IA pour faciliter et accompagner les utilisateurs et un hébergement éco-responsable pour supporter toute cette infrastructure et un hébergement à terme. Pour l'instant, dans un premier temps, ce sera peut-être pas le cas, on ne sait pas encore, mais en tout cas, à terme, un hébergement qui sera souverain et avec dans un premier temps, il sera souverain, ça c'est sûr, au niveau national, mais on a la volonté aussi d'aller vers un hébergement souverain, mais plutôt un hébergement régional, local. Pour la suite, voilà, aujourd'hui, comme je le disais, on est en cours d'appel d'offres. On va engager dès septembre les travaux sur le site éditorial. En parallèle, on aura des négociations avec les candidats retenus pour les lots, pour les différents lots du marché. On prévoit une attribution des marchés en novembre et un engagement des travaux effectifs sur la partie portail dans sa globalité début 2025. Voilà, sachant que le travail sur le site éditorial va se faire un peu avant, donc on pense avoir un site éditorial, on va dire début 2025, au printemps 2025 au plus tard, et les autres outils qui viendront compléter tout ça. Donc, ce qui pour nous est important de souligner, c'est qu'on va vous solliciter en tant qu'adhérent de Data Grand Est à partir d'octobre 2025, puisqu'on aura de nouveau des ateliers, des questions à vous poser, des projets peut-être de maquettes à vous soumettre. Et puis en parallèle, il est important justement pour faire écho à ce que disaient Geoffrey et Benoît, de continuer les travaux de veille et de contribution aux démarches nationales avec des démarches comme la démarche Cyclo qui vise justement à créer une synergie entre les différentes solutions, entre les différents portails et notamment avec cette logique Open Data. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au nouveau portail Data Grand Est.
Je ne sais pas, maintenant je me tourne vers Bruno. Est-ce qu'on a des questions? Alors je vérifie, moi j'en ai posé une. J'en vois pas d'autres en fait, donc je vais poser ma question. En tant que collectivité, si je cherche une plateforme pour héberger mes données PCRS, dois-je privilégier la géoplateforme ou bien Data Grand Est? Alors, en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas, enfin, je vais pas vendre la plateforme Data Grand Est pour dire voilà c'est la meilleure des plateformes. Je pense que ça va être une question d'usage finalement de vos données aussi. Est-ce que vous avez besoin derrière quel va être les usages de la donnée? Quel est le volume aussi de vos données? On étudie comme le niveau national la question de comment optimiser ces stockages de données volumineuses. Alors Benoît a été déconnecté, donc j'aurais bien aimé avoir aussi sa vision par rapport à ça, parce que finalement, je pense que justement, c'est des sujets sur lesquels il faut encore qu'on construise. En tout cas, l'idée, c'est de stocker la donnée à un endroit, au bon endroit, de façon à faciliter sa réutilisation. Aujourd'hui, nous, sur Data Grand Est, clairement, sur le PCRS, voilà, on n'a pas une offre structurée, mais en tout cas, c'est c'est une chose à laquelle on réfléchit pour essayer d'apporter, de faciliter voilà, le partage et la valorisation de ces données. Très bien. Bon, je ne sais pas si Benoît va réussir à se reconnecter. En tous les cas, je n'ai pas noté d'autres questions pour l'instant. On a noté quelques questions. On fera, comme on l'a dit avec Guillaume, une petite FAQ. Elle sera forcément courte là, puisqu'il y a eu assez peu de questions pendant le webinaire. Mais on y répondra effectivement par écrit et on mettra effectivement cette FAQ avec le replay. Tout à fait. Et donc, du coup, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Après, même si c'est des questions pour Benoît ou Geoffrey, vous n'avez pas les adresses de contact, on les relaiera, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, voilà. C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais c'est peut-être parce que les choses étaient assez claires. Enfin, on l'espère du moins dans les présentations. Après, il y a une construction progressive qui se fait au niveau de cet écosystème, et je pense que il y a encore du travail, comme le disait Benoît justement. Après, c'est aussi aujourd'hui, on est de plus en plus sur la réutilisation des infrastructures et des services, comme le Data Hub par exemple, qui est un outil développé initialement plutôt par la communauté GeoOrchestra, qu'on a aussi sur Data Grand Est et qui est réutilisé au niveau national. Mais l'important, c'est que chacun puisse, je pense, valoriser sa donnée, puisse la mettre en avant en fonction aussi du type de données qu'il a. Voilà, est-ce que j'ai de la donnée géographique, non géographique, de la donnée ouverte, non ouverte, donc et puis les enjeux qu'on pose autour de ces données pour faciliter justement leur réutilisation. Très bien. Voilà, donc il y a Benjamin qui indique, voilà, par rapport au moissonnage, il n'y a aucun souci. On peut échanger, sachant que l'idée quand même du futur portail, je ne l'ai pas dit, mais c'est de maintenir un cadre fonctionnel similaire au cadre actuel, sachant que naturellement, quand je dis similaire, c'est-à-dire que globalement, pouvoir déposer de la donnée, pouvoir la consulter, pouvoir réutiliser la donnée sous forme de flux, la télécharger, ce genre de choses, c'est naturellement des fonctionnalités de base qu'on proposera. Après, autour de ça, c'est plus la manière dont on le proposera, avec plus d'autonomie, et puis cette volonté aussi qu'un acteur qui dépose ses données sur Data Grand Est n'ait pas à refaire le travail sur une autre plateforme, mais bien qu'il y ait cette continuité, avec aussi la volonté de pouvoir capitaliser des données au niveau régional, au niveau Data Grand Est, pour qu'ensuite qu'on puisse co-construire, coproduire des données et puis s'entraider dans l'harmonisation et développer plus d'interopérabilité autour de nos outils et de nos données. Très bien. Merci, je propose de conclure. Il est 11h59.
Bah, parfait, bah, on est juste dans les temps. Je ne sais pas si Geoffrey est toujours là avec Oui, nous. toujours là, oui. Voilà, bah, en tout cas, merci à Geoffrey pour ta participation. Merci à Bruno pour ton appui. Bah, merci à Benoît, même s'il nous a quittés un peu avant. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. On reste à votre disposition. Donc, et on espère que voilà, ces présentations ont été intéressantes et vont pouvoir enrichir votre travail sur la donnée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.